Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce 20h. La loi d'amnistie à la une de l'actualité. Un rapport conjoint d'Africa Jom Center et du Rule of Law Impact Lab de Stanford affirme que la loi votée en mars 2024 viole les obligations internationales. Le Sénégal serait tenu de garantir un recours effectif aux victimes des violences entre 2021 et 2024. Une analyse qui relance le débat sur le respect des droits humains dans le pays. Reddition des comptes, Thierno Bocoum dénonce une justice partisane. Le leader du mouvement Agir critique le processus de reddition des comptes initié par les nouvelles autorités et déplore une justice partiale semblable à celle dénoncée sous l'Ancien Régime. Une opposition qui remet en question la transparence du processus engagé. Boubacar Seye, par contre, salue la lutte contre l'impunité au Sénégal. En parallèle à l'affaire Farba Ngom, le président d'Horizon Sans Frontières applaudit la démarche des nouvelles autorités en matière de reddition des comptes. Selon lui, cette initiative est essentielle pour tourner la page des scandales de gouvernance et reconstruire le pays. Hors de chez nous, au Mozambique, Daniel Chapo investit l'opposition en colère. Le président Daniel Chapo a prêté serment à Maputo sous haute sécurité. Son principal adversaire, Venancio Mondlane, qualifie l'élection de volée et appelle à des manifestations quotidiennes pour paralyser le pays. Une crise politique qui s'intensifie au Mozambique. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. Africa Jom Center et Rule of Law Impact Lab de l'Université de Stanford ont publié aujourd'hui un rapport accablant. Celui-ci dénonce que la loi d'amnistie votée en mars 2024 viole les obligations internationales du Sénégal. Selon le rapport, le pays a l'obligation de garantir aux victimes des violences survenues entre 2021 et 2024 un droit de recours effectif. Mamadou Kanté nous en dit plus. L'adoption de la loi d'amnistie au Sénégal continue de susciter un débat interminable, même si elle a permis à l'élection présidentielle de se dérouler pacifiquement alors que le pays était sur le point de sombrer dans le chaos. Cependant, elle ne permet toujours pas de panser les blessures. C'est un poison, c'est ce qu'on appelle la pharmacone en grec. Poison parce que c'est l'impunité qu'on garantit à des gens qui ont exécuté des personnes, qui ont tué des personnes, qui ont torturé. Et tout cela est documenté. Le nouveau rapport intitulé « La loi d'amnistie au Sénégal, un déni de justice » publié par Africa Jom Centers et le Rule of Law Impact Lab de l'Université de Stanford conclut que la loi viole le droit international. Elle est contraire au droit international parce qu'elle empêche aux victimes et au peuple sénégalais d'avoir accès à la vérité. Et elle viole l'obligation du Sénégal d'enquêter et de poursuivre les auteurs des violations flagrantes des droits humains. Selon ce rapport, cette loi est non seulement illégale, mais aussi elle finira par miner la démocratie sénégalaise si elle est maintenue dans sa forme actuelle. Pour ne pas recommencer en pire, il faut que le droit, cette espèce d'obligation de la vérité aux victimes, on le leur doit. Il faut que les victimes sachent ce qui s'est passé. Lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, il a annoncé un projet de loi abrogeant la loi d'amnistie. Entre possibilité de le faire ou pas, le rapport propose ainsi des recommandations pour tourner cette page. Eh bien, les recommandations, c'est de faire en sorte que le Sénégal se conforme au droit international, garantisse le droit des victimes à un recours, à un accès à la justice, enquête et poursuivent en justice les personnes responsables. Selon le fondateur de Africa Jom Centers, Aliou Tine, le rapport sera remis à toutes les institutions du pays. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue hier, ouvrant la voie à une procédure historique. La levée de l'unité parlementaire de Farba Ngom, député des Agnam, est désormais au cœur de l'agenda parlementaire. Une commission ad hoc composée de 11 membres sera constituée dès le jeudi 17 janvier avec une plénière prévue le lendemain pour ratifier cette désignation.
D'après l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission devra entendre le député concerné ou son représentant avant de soumettre ses conclusions à une nouvelle plénière pour statuer définitivement, une procédure complexe qui s'inscrit dans le cadre du respect des principes démocratiques et juridiques. Et puis le processus de reddition des comptes initié par les nouvelles autorités suscite de vives interrogations dans le camp de l'opposition. Thierno Bocoum, leader du mouvement Agir, critique vivement cette démarche qu'il estime refléter une partialité de la justice pourtant dénoncée sous l'ancien régime Ousmane Ba. Thierno Bocoum ne souscrit pas à la manière avec laquelle le gouvernement actuel veut gérer la reddition des comptes. Selon lui, il n'y a toujours pas de rupture dans la sélection des dossiers et la partialité de la justice. Nous devons éviter la partialité de la justice parce que même s'il ne s'agissait que d'un franc CFA, c'est l'argent des Sénégalais, donc il ne doit pas y avoir de ciblage. Dire publiquement que la Diop va aller en prison et il y va dès que vous êtes élu. Dire que c'est la dernière élection de Farba Ngom et aujourd'hui on enclenche le processus pour lever son immunité parlementaire. C'est-à-dire que c'est vous qui dirigez la justice, mais ce n'est pas ce que les Sénégalais veulent. Au contraire, ils veulent que la justice soit impartiale. Ainsi, ils s'inquiètent de ce qu'ils pensent être la volonté du gouvernement de protéger ses membres qui trempent dans des scandales bien reconnus. Quand le Premier ministre lui-même dit qu'il n'y a pas de scandale à l'ONAS, jusqu'à ce que la justice elle-même ne semble plus s'intéresser au dossier, alors qu'il s'agit de milliards de deniers publics. Dire qu'il n'y a pas de scandale à Azer, alors que là aussi, c'est des milliards de contribuables sénégalais. C'est grave, parce que c'est des dossiers qui doivent être éclaircis. Thierno Bocoum invite ainsi les autorités à rétablir la vérité dans ces dossiers et surtout à exploiter le rapport de l'IGE sans complaisance aucune pour tous ceux qui y sont épinglés, quelle que soit leur obédience politique ou adhésion idéologique. J'ai peur, mais pas pour moi. J'ai peur pour mon pays. Ces mots alarmants sont de Mansour Faye, ancien ministre et beau-frère de l'ex-président Macky Sall. Dans une déclaration publiée ce mercredi 15 janvier, il dénonce ce qu'il appelle une chasse aux sorcières orchestrée par le régime actuel. Selon lui, le gouvernement d'Ousmane Sonko chercherait à affaiblir l'ancien régime par les accusations fabriquées. Farba Ngom et d'autres responsables de l'APR sont dans le viseur d'une vendetta politique, affirme-t-il. Malgré les défis, Mansour Faye promet de faire face, convaincu que la vérité finit toujours par triompher. En parallèle à l'affaire Farba Ngom, le président d'Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, salue l'élan de reddition des comptes amorcé par les nouvelles autorités. Selon lui, cette démarche est cruciale pour la reconstruction du Sénégal, un pays marqué par des scandales de gouvernance. Nous l'écoutons. Nous ne pouvons qu'encourager la procédure parce qu'il faudra impérativement qu'il y ait reddition des comptes, une lutte contre l'impunité pour dire plus jamais ça dans notre pays. Et je crois que ceci s'inscrit dans le cadre de la reconstruction de ce pays dans la justice sociale et dans l'équité. Il nous faut aujourd'hui une justice qui réconcilie, une justice qui apaise et une justice qui répare. Et c'est pourquoi nous encourageons aujourd'hui ce processus. En plus bref, le pôle judiciaire financier s'attaque à une affaire de grande ampleur. Selon un rapport de la CENTIF, un gérant de Suarl aurait touché un montant de 13 milliards de francs CFA. Les accusations incluent blanchiment, faux en écriture et escroquerie. Le parquet, qui a saisi le juge d'instruction, a demandé l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt du mis en cause. Les investigations se poursuivent pour retracer les flux financiers et identifier d'éventuels complices. Cette affaire illustre la détermination des autorités à lutter contre les crimes économiques. Place maintenant à l'éducation. Des enseignants chargés de l'instruction
de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire ont boycotté la rentrée hier mardi. Ils dénoncent la non-satisfaction des revendications qu'ils avaient soumises aux autorités. Écoutons à ce propos Ousmane Diouf, il est leur porte-parole. Nous tenons à informer l'opinion nationale que nous n'avons pas refusé de démarrer par mauvaise foi, allant dans le sens de ne pas accompagner l'État vers la réussite de ce projet historique et modernisateur. Mais parce que nous n'avons pas eu de gain de cause par rapport à nos revendications, à savoir l'indemnisation cette année et spécialisation l'année prochaine. L'enseignant du primaire est le seul enseignant qui déroule 21 matières et qui travaille 29 heures par semaine, sans compter la surcharge des classes multigrades. Mais malheureusement, nous sommes toujours traités en parents pauvres. Et nous n'accepterons pas que le ministre de l'Éducation en ajoute une couche, d'où l'introduction de l'anglais sans aucune motivation. Ousmane Diouf joint au téléphone par Djibril Diallo pendant que certains enseignants boycottent l'enseignement de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire à l'école El Hadj Mbaye Diop de Ouakam. La mesure est bien effective. Le directeur de l'établissement et 2 enseignants responsables des cours d'anglais ont déjà évalué et les élèves et le constat est prometteur. Suivant ce reportage signé Omar Thiam. Good morning, class. Good morning, sir. Depuis mardi dans l'après-midi, ça parle la langue de Shakespeare dans cette classe de CM1 à l'école élémentaire El Hadj Mbaye Diop de Ouakam. Dans un cadre agréable, les professeurs chargés de dispenser les cours sont ébahis par l'engouement des élèves. Ça donne presque envie d'en rire. C'est avec enthousiasme que les enfants appréhendent, n'est-ce pas, cette nouveauté. Ils sont vraiment excités, très contents. L'anglais est une langue parlée dans le monde entier. Donc il est nécessaire qu'on prépare nos élèves, nos apprenants pour qu'ils puissent dans l'avenir aussi s'insérer dans le monde. L'introduction de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire par les nouvelles autorités démontre à souhait l'importance accordée à l'éducation nationale dans le document de référence Sénégal 2050. La direction, avec le concours de leurs supérieurs et le corps professoral, se sont donnés pour mission de relever haut la main les défis. L'enseignement de l'anglais est retenu pendant les cours de renforcement, c'est-à-dire les mardis après-midi et les jeudis après-midi. Donc il fallait que l'équipe pédagogique soit au courant et nous avons à notre niveau pris toutes les dispositions idoines. Jusque-là, tout se passe comme prévu, bien que le directeur sollicite une dernière faveur aux autorités. Nous sollicitons vraiment au niveau de nos autorités un accompagnement sur le plan du matériel, parce que ces enseignants auront besoin pour pouvoir faire efficacement le travail d'ordinateurs et de vidéoprojecteurs, parce que c'est des séances interactives qui demandent de visualiser des images. Dispensé 2 jours par semaine, l'anglais nécessite une répétition à tout moment. Le corps enseignant compte sur le travail de veille des parents. Toujours sur l'actualité, les immigrés sénégalais pourront désormais bénéficier d'une pension de retraite, selon Abbas Fall, ministre du Travail. Ce dernier a également annoncé l'imminente adoption des décrets d'application des nouveaux codes du travail et de sécurité sociale concernant les crises à la poste et dans le secteur privé. Le ministre plaide pour une gestion plus rigoureuse et des réformes structurelles. La viabilité des entreprises est un enjeu crucial. L'État ne peut plus se permettre de soutenir des structures non autonomes, a-t-il déclaré. Dans le cadre du pacte de stabilité sociale, le ministre invite syndicats, patrons et États à dialoguer pour construire des bases solides et éviter les grèves comme celle annoncée par le SAES. Mairie de Keur Massar Nord, 40 agents municipaux sont privés de leur salaire depuis 3 mois malgré le décaissement des fonds. Derrière ce blocage, certains dénoncent une jalousie politique et en cause le fait que ces agents n'auraient pas soutenu le maire Ad Massar lors des législatives passées. Le maire leur doit 3 mois de salaire. Il y a certains qui ont perçu 1 mois, le mois d'octobre, parce qu'eux, ils se sont refaits sur
un communiqué qu'ils ont fait sortir le 11 novembre. Avant cela, ils devaient 3 mois de salaire. Ils ont régularisé les 2 mois et il restait 1 mois. Si on prend compte de ce mois d'arriéré, plus le mois de novembre et décembre, c'est 3 autres mois. Ceux qui étaient avec moi, qui ont battu campagne dans le comité électoral, dirigé par Waly Diouf Bodian, on leur a demandé tout simplement d'aller voir ailleurs. Ils étaient 2. Mais les agents, en général, ils sont environ une quarantaine. Parce que c'est après que je me suis rendu compte que d'autres n'avaient pas perçu et ils m'ont appelé pour me demander vraiment de leur aider à percevoir, leur dû. Interrogé ce matin pour donner sa version des faits, le maire a refusé de répondre à nos questions. Et puis la Coalition nationale des acteurs de la pêche a entamé une grande tournée de sensibilisation à travers le Sénégal. Cette campagne de 15 jours vise à informer, mobiliser et sensibiliser les communautés sur l'importance d'une pêche durable et la préservation de nos ressources halieutiques. Alassane Sall, gouverneur de Saint-Louis, que nous écoutons. La politique définie par les autorités publiques, que cette politique-là puisse aller à la rencontre des préoccupations des acteurs du secteur. Alors, le comprenant, ces acteurs de la pêche ont initié cette démarche. Ils se sont réunis, ils ont diagnostiqué le secteur, ils ont identifié les difficultés, ils ont proposé des solutions et ils ont établi une charte. Si véritablement les uns et les autres se conforment aux différents points de cette charte-là, donc permettra véritablement de régler les maux du secteur et véritablement que l'on puisse avoir la ressource sans difficulté particulière et que cette ressource-là puisse être accessible à bon prix aux différents ménages. On a mis en place cette structure pour vraiment essayer de lutter pour cette pêche illénale, c'est-à-dire la pêche des juvéniles, mais aussi mettre en place des recommandations, mais aussi des solutions par rapport à ce qui se passe au niveau du Sénégal en matière de pêche. Après Saint-Louis, la Coalition nationale pour une pêche durable a poursuivi sa tournée à Lompoul, dans la région de Louga, et l'a sensibilisé sur les conflits entre la pêche artisanale et industrielle. La coalition dénonce les fréquentes collisions entre pirogues et bateaux industriels et appelle à des mesures pour réguler la pêche industrielle, auditer les 2 secteurs et réhabiliter les quais de pêche au Sénégal. Vous voyez qu'en général, il y a eu des accidents, des collisions entre pirogues et bateaux de pêche qui existent dans cette zone qu'on appelle Lompoul et c'est dans les eaux sénégalaises. Alors il va falloir faire des aménagements. Les aménagements, cela veut dire, pour ne pas aller vers les conflits, c'est de gérer ces populations et la pêche industrielle et comme la pêche artisanale. Dans ce sens-là, il va falloir faire des démarches. Mais maintenant, vous voyez le nombre de bateaux qui existent, les populations qui ont augmenté, alors que le poisson se raréfie, alors donc c'est des zones qui sont fréquentées, comme la pêche industrielle et la pêche artisanale. Alors vous voyez que ces 2 types de pêche ne peuvent pas cohabiter. Alors il va falloir faire des aménagements. Ces aménagements, c'est de sorte, sur la demande, c'est de faire reculer, par exemple, la pêche industrielle, peut-être dans les 12 000, 15 000. Si c'est plus, ça fait tant mieux. Les accords de pêche, sur les 13 points existants dans la charte, il y a un point qui nous dit d'auditer la flotte industrielle, sénégalaise comme européenne. Mais la pêche industrielle et sénégalaise aussi doit être auditée. Paul Chinet, professeur d'histoire à l'Université de Chicago, a donné une conférence sur Gabriel Desbiens hier au WARC. Historien majeur, Desbiens a marqué l'histoire coloniale et contribué à la création du département d'histoire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur demande de Léopold Sédar Senghor. Nous reviendrons donc sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et hors de chez nous, le Mali se prépare à quitter officiellement la CEDEAO le 29 janvier 2025 pour assurer une transition ordonnée. Le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touré, a proposé une réunion technique avec les autorités maliennes
Ce retrait marque un tournant dans les relations ouest-africaines et soulève des interrogations sur l'avenir des coopérations sous-régionales. Je l'annonçais en titre, Daniel Chapo a prêté serment comme président du Mozambique ce mercredi à Maputo, placé sous haute surveillance. Son principal opposant, Venancio Mondlane, continue de dénoncer une élection volée et appelle à des manifestations quotidiennes pour paralyser le pays. 7 personnes sont décédées ce mercredi 15 janvier dans des manifestations au Mozambique où le nouveau président a été investi après des mois de contestation électorale, a annoncé l'ONG locale Plateforme Décide, qui a recensé ces décès dans la capitale Maputo et dans le nord. Daniel Chapo a prêté serment sur la place de l'indépendance de Maputo, la capitale, placée sous haute surveillance à la tête du parti au pouvoir depuis un demi-siècle dans ce pays d'Afrique australe, et il a juré de remplir fidèlement la fonction de président de la République pour les 5 prochaines années. Les violences post-électorales qui ont évolué vers une contestation plus globale du pouvoir et des dysfonctionnements de l'État ont fait depuis octobre plus de 300 morts selon l'ONG. Par ailleurs, l'opposition dénonce une élection volée depuis la victoire du parti Frélimo en octobre, confirmée avant Noël par la plus haute cour du pays. Mais en dépit de la contestation, la formation aux manettes du pays n'a fait aucune concession, révèle l'historien Éric Morier. Suzanne Dem, et au lendemain de la plus haute attaque aérienne ukrainienne contre le territoire russe depuis le début du conflit, l'armée russe a répliqué ce mercredi en frappant des infrastructures essentielles du réseau énergique ukrainien. La Russie pillonne des réseaux électriques et d'autres infrastructures de son voisin depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a 3 ans, provoquant régulièrement de vastes coupures de courant à travers le pays. Ce matin, les forces armées ont lancé une attaque groupée avec des armes de haute précision et des drones d'attaque sur des infrastructures essentielles de gaz et d'énergie qui soutiennent le complexe militaro-industriel, a de son côté déclaré l'armée russe dans un communiqué publié aujourd'hui. Moscou a utilisé 43 missiles balistiques et de croisière et 74 drones de combat, selon l'armée de l'air ukrainienne. 30 missiles et 47 drones ont été abattus. Par ailleurs, le soutien de la Pologne, force motrice au sein de l'UE, est très important pour Kiev, notamment dans le contexte du retour lundi à la Maison-Blanche du républicain Donald Trump et les doutes sur la pérennité de l'engagement américain vis-à-vis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.